À la différence du marché américain, le marché chinois n'est pas en position de leader, mais la tendance haussière reste intacte. Alors Bruno, la semaine dernière, vous étiez confiant dans la hausse du S&P. N'est-il pas dans la zone de surachat en ce moment? Bonjour Jessica. Regardons le graphique du S&P. Nous avons récemment observé une très belle hausse. L'indice a atteint le niveau de 26,27, s'établissant tout près de la cible de 26,29. Maintenant, il se situe bien en dessus de la bande supérieure de Bollinger qui est à la barre de 26,13. En octobre, l'indice est passé en dessus des bandes de Bollinger. Après cette progression, il a affiché un mouvement latéral. Il se peut qu'il continue à fluctuer puisque maintenant il se situe dans la zone de surachat. Quels sont les facteurs sous-tendant cette forte hausse? Je vous propose d'accorder une attention particulière à l'évolution des secteurs discrétionnaires sur le marché américain. Les secteurs discrétionnaires appartiennent à la catégorie des secteurs cycliques. Nous avons enregistré une très forte hausse. La force relative de ces secteurs progresse par rapport au S&P. Lorsque nous comparons la performance des secteurs cycliques à celle des secteurs défensifs, tels que le secteur des biens de consommation, nous voyons une tendance opposée. Dans le cas des secteurs défensifs, la ligne de la force relative reste plate par rapport au S&P 500, bien que ces derniers jours, tous les secteurs aient été poussés vers le haut. Maintenant, regardons le ratio de ces deux types de secteurs représentés par cette ligne noire. Nous pouvons remarquer que lorsque cette ligne noire remonte, le S&P a tendance à enregistrer des plus hauts à des niveaux plus élevés. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. La ligne noire est en train de rebondir. Nous sommes dans la zone de surachat, mais cela ne fait que confirmer la tendance haussière. Qu'en est-il du secteur technologique? Que pouvez-vous dire sur son évolution? Le secteur technologique suit une tendance haussière. Comme nous l'avons remarqué, il est toujours en dessus de sa ligne de support. Il affiche une évolution stable et se situe tout près de la bande supérieure de Bollinger. En fait, ce n'est pas le secteur qui affiche la meilleure performance en ce moment, mais il est clair que c'est l'un des secteurs de premier plan. L'impact bénéfique des réductions d'impôts se fera-t-il ressentir sur les petites capitalisations? Si nous analysons la performance des petites et moyennes capitalisations, nous verrons qu'elles atteignent des plus hauts à des niveaux plus élevés. Cela s'explique principalement par les espoirs d'une réduction d'impôts dont nous entendons beaucoup parler dans les médias. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, dans le cas des petites et moyennes capitalisations, les anciens niveaux de résistance jouent le rôle de soutien. Tant que nous sommes en dessus de ces niveaux, le marché reste haussier. Cela signifie que les grandes capitalisations ne sont pas les seuls moteurs de cette croissance. Toutes les entreprises contribuent à cette hausse. Nous avons observé une hausse sur le marché américain. Qu'en est-il des marchés émergents? Commençons par la Chine. La semaine dernière, nous avons remarqué un important écart. Nous nous sommes retrouvés au-dessus des bandes de Bollinger. Nous avons supposé que cet écart pourrait être compensé. C'est effectivement ce qui s'est passé au cours de la semaine de l'Action de grâce. Nous avons enregistré un repli, mais il a été suivi d'un rebond. Il est clair que le marché chinois n'est pas en position de leader à la différence du marché américain, mais la tendance haussière reste intacte. Que pouvez-vous dire sur l'Europe et le Japon? Traînent-ils derrière les États-Unis? Dans ce cas concret, la situation est un peu moins optimiste. Si nous regardons l'Europe, sa force relative est en train d'enregistrer des plus bas à des niveaux moins élevés, ce qui signifie que le rebond est très modeste. En outre, malgré ce rebond, nous voyons un drapeau baissier, ce qui laisse supposer que nous risquons de casser le niveau de 45,50 à la baisse. La hausse est limitée par la zone de résistance à 36,15. La situation semble être un peu plus positive au Japon. Ici, nous voyons un mouvement latéral. La force relative fait une pause, voire affiche une légère baisse. Cette tendance pourrait se poursuivre aussi longtemps que le yen progressera. Si le yen finit par casser sa ligne de tendance haussière, le Nikkei pourra probablement afficher un rebond un peu plus prononcé. Enfin, Bruno, quels sont les risques potentiels que les investisseurs devraient garder à l'esprit? Eh bien, il y a un marché qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Il s'agit du marché de l'or. Lorsque le S&P progresse, l'or, qui est une valeur refuge, recule. Ce n'est pas forcément ce que nous observons en ce moment. Il se négocie toujours dans une fourchette étroite. Il est sur le point de tester la résistance autour de la barre de 1300. Par contre, il devrait se diriger vers 1280. Nous voyons une sorte de divergence. Cela pourrait servir de signal d'alarme. Nous devrions garder cela à l'esprit avant Noël. Fantastique. Bruno, merci de votre participation. Je vous en prie. C'est tout pour le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV.